Eh bien, bonjour à tous et à toutes pour cette quatrième conférence Culture Sport, première d'une deuxième série. La première était sur le confinement et maintenant sur le déconfinement et le reconditionnement, et également sur l'entraînement. Comme bien évidemment cette émission est retransmise en direct, vous pouvez la regarder plus tard en replay ou aussi faire stop et la reprendre également comme vous le souhaitez. Je vous rappelle que cette conférence est organisée par le pôle formation INSEP et en collaboration avec le club Alumni, dont je salue aujourd'hui notre ami Henri Elal. La thématique, les effets du désentraînement et la restriction d'activité sur le corps du sportif de haut niveau sont clairement définis aujourd'hui. Les modifications structurelles et fonctionnelles fragilisent de manière globale l'organisme lors de l'exercice. Aussi, la planification de l'entraînement à l'heure du déconfinement doit impérativement tenir compte de l'activité physique maintenue par les athlètes pendant le confinement, tant du point de vue de l'intensité et de la durée des exercices réalisés que l'activité quotidienne de base. Comment accompagner les staffs à gérer leurs athlètes post-confinement et optimiser la reprise de l'entraînement face aux différentes problématiques liées à la baisse d'activité sportive? C'est la question à laquelle tenteront de répondre les intervenants suivants. Alors, pour commencer, nous avons Anne-Laure Morini, qui est préparatrice physique en charge de la rétatisation et de la prévention des blessures à l'INSEP. Bonjour Anne-Laure. Christophe Keller, préparateur physique, responsable de la cellule préparation physique et réathlétisation du CREPS PACA Antibes et coordonnateur du service médical. Bonjour Christophe. Lorenzo Martinez Pacheco, kinésithérapeute à l'AS Monaco, mais aussi qui était en poste à l'INSEP de 2009 à 2018. Nous avons également l'entraîneur, donc Rodolphe Boucher, conseiller technique sportif gymnastique artistique masculine, entraîneur de haut niveau à Antibes, au pôle France d'Antibes. Et enfin, nouveauté, nous avons deux athlètes parmi nous, donc Isaïe Cordinier, joueur de basketball qui joue à Nanterre, équipe de France, joueur drafté NBA. Bonjour Isaïe et merci de ta venue. Et bien évidemment, Axel Clerget, dont je salue la venue avec nous, donc, qui est membre de l'équipe de France de judo dans la catégorie des moins de 90 kg et troisième au championnat du monde 2018 et 2019. Un beau plateau et nous avons commencé l'émission tout à l'heure, il y avait une très très bonne ambiance, tous nos intervenants sont très motivés. Alors je vais commencer par poser une première question et je pense que celle-ci va s'adresser à Christophe. Christophe, quel est le point de situation actuellement? Où en est-on par rapport au déconfinement? Bonjour à toutes et à tous. Avant de répondre à ta question, Jean-Michel, je voudrais remercier les collègues et amis entraîneurs, préparateurs physiques et sportifs qui ont accepté de bien vouloir venir avec nous pour participer à cette conférence. Donc effectivement, je pense qu'il est important de faire un petit point d'étape et notamment de situation. C'est une situation qui est relativement particulière et il n'y a pas eu d'équivalent, à l'exception peut-être de la NFL, qui est le football américain aux États-Unis, et qui avait connu, il y a quelques années, un arrêt de 3 semaines dû à une grève des joueurs, donc 3 semaines d'arrêt complet. Et en fait, ils se sont rendus compte que cette année-là, il y a 3 fois plus de blessures musculo-tendineuses, et notamment concernant les ruptures du tendon d'Achille. Donc avant de détailler effectivement les différentes problématiques liées au confinement et maintenant au déconfinement, je pense qu'il est important de faire le distinguo entre la réathlétisation et le reconditionnement. On entend souvent en ce moment parler de réathlétisation pour cette période donc de déconfinement, alors que la réathlétisation est plutôt normalement la prise en charge des sportifs qui sont dits blessés. Donc ça se situe entre ou en parallèle de la phase de soins qui est prise en charge par les kinésithérapeutes et entre ou en parallèle de la phase de préparation physique qui est prise en charge soit par les préparateurs physiques, soit par la personne chargée de la réathlétisation. Donc on est vraiment dans une phase plutôt de reconditionnement que de réathlétisation. Donc effectivement, le 17 mars, on a tous été confinés et au moment du confinement, donc on peut dire qu'on avait 3 types de profils de sportifs différents. Le premier type de sportifs et de profils étaient donc les sportifs qui étaient en pleine activité sportive, en pleine saison pour l'ensemble des sports collectifs tels que le football, le basket, le handball, ou pour certains en préparation de compétitions de référence telles que les Jeux olympiques pour les sports olympiques, des championnats d'Europe, championnats du monde.
on avait un deuxième type de profil, donc à l'annonce de ce confinement, qui étaient les sportifs qui étaient en phase de réathlétisation ou de retour de blessure, c'est-à-dire en fin de réathlétisation et sur une phase de préparation physique. Et le troisième type de profil étaient les sportifs qui étaient blessés, donc soit convalescents, donc post-opératoire, ou en début de phase de soins, ou ceux qui étaient dans l'attente d'une prise en charge justement opératoire. Donc effectivement, nous avons été confinés, et quelles ont été les problématiques donc, pour ces trois types de profils particuliers dus au confinement? On le sait tous, c'est qu'effectivement, le confinement, les sportifs n'ont pas tous eu les mêmes conditions de confinement. En termes d'espace, certains étaient dans des studios en ville, d'autres dans des maisons à la campagne. En termes de matériel, certains disposaient de matériel d'entraînement, petit matériel élastique, donc des barres de musculation ou autres. Ceux qui étaient en ville pour aller faire leur footing d'une heure autorisé étaient sur du béton, d'autres à la campagne étaient sur des espaces beaucoup moins durs. Le temps d'activité de base quotidienne n'était donc pas du tout le même. On entend par activité de base quotidienne tout ce qui est en dehors de l'activité sportive, c'est-à-dire se mouvoir, se déplacer, marcher, monter des escaliers, l'activité traditionnelle. Par contre, pour l'ensemble de ces sportifs, on va dire qu'il y avait un facteur commun. Le facteur commun, c'est qu'en dehors de l'activité sportive, qui est en moyenne, avec plus ou moins, pour certains sportifs, 2 heures par jour, 2 heures d'activité de base quotidienne, donc sur 24 heures, il nous reste 20 heures à rester soit couché, pour dormir, en moyenne 10 heures, ça c'était le côté positif du confinement, et on va dire assis à faire des visioconférences ou dans le canapé à regarder des séries ou autres parce qu'on n'avait pas beaucoup le droit de sortir. Donc un constat déjà relativement alarmant, donc entre 18 et 20 heures sans activité couché, j'y reviendrai par la suite. Donc effectivement, on se retrouve à être maintenant donc dans une phase de déconfinement. Et les collègues du laboratoire de l'INSEP, notamment Gaël Guilhem et les collègues de l'unité d'aide à la performance de l'INSEP, ont établi 4 profils donc des sportifs en sortie de confinement. Donc le premier type de profil est les sportifs qui ont été complètement inactifs, c'est-à-dire ceux qui étaient blessés ou ceux qui ne pouvaient pas du tout sortir, on va dire eu égard au petit espace dans lequel ils étaient confinés ou sans matériel. Le deuxième type de profil était donc les sportifs qui ont pu s'entraîner avec une intensité modérée, mais une activité donc de base quotidienne qui était diminuée, donc hors activité sportive. Le troisième type de profil était donc des sportifs qui ont continué à s'entraîner avec une intensité donc élevée, une activité quotidienne de base qui était diminuée. Et le dernier profil que l'on peut décrire, et malheureusement il n'y en a pas beaucoup, sont les sportifs qui avaient un entraînement donc avec une intensité élevée, voire très élevée, et une activité quotidienne de base quasi normale. Donc c'est l'activité de base quasi normale qui était quasiment impossible. Par contre, le constat que j'ai pu faire, on va dire à titre particulier, au regard des sportifs que je suis, c'est que les sportifs qui, je pense, étaient les mieux organisés, étaient les sportifs qui avaient, avant le confinement, été victimes d'une blessure, et qui étaient le mieux organisés en termes de continuité d'entraînement, d'organisation. Et je pense, c'est un constat personnel, que pour eux, bien entendu, ils sont déjà passés par ce type de problématique et ils connaissent le prix à payer pour revenir. Autre point, donc, quelles ont été les conséquences donc, du désentraînement? Donc on a clairement défini 4 profils. Donc j'avais déjà énoncé quelques chiffres, désolé pour ceux qui avaient suivi notre première conférence, donc je vais redonner quelques éléments qui seront un peu redondants. Donc on a 2 types de désadaptation, donc des entraînements. Des entraînements pour les sportifs de haut niveau qui vont passer d'une activité, on va dire, traditionnelle d'entraînement au quotidien, voire bi ou très quotidien, avec une diminution de 50% de leur activité d'entraînement. Donc 2 types de désadaptation. La première est une désadaptation centrale. Je vais passer relativement rapidement sur celle-ci. Vous allez voir que la principale problématique est la deuxième part de désadaptation, qui est plutôt une désadaptation donc dite périphérique. Donc pour la désadaptation centrale, il faut comprendre donc tout ce qui est de l'ordre du circulatoire, du métabolique et du respiratoire. Et on sait clairement que le témoin donc, qui rassemble l'ensemble de ces données sont la VO2 max. Donc quel était l'impact sur la VO2 max d'un arrêt de 8 semaines? On sait clairement que les études nous disent que la diminution de la VO2 max pour 8 semaines est comprise entre 4 et 20%. Que l'endurance cardiovasculaire diminue de l'ordre de 25% dès le moment où on est sur 3 semaines de diminution d'activité,
et que le métabolisme lactique, quant à lui, est préservé et reste stable, on va dire, durant les 4 premières semaines. Donc il y a une conséquence qui est relativement importante sur le débit cardiaque, et notamment donc sur une diminution donc, du débit cardiaque qui est de l'ordre de 8% sur 3 semaines, une baisse également du volume d'éjection systolique de l'ordre de 12% à 3 semaines, ce qui nous amène à une baisse du volume sanguin total, et notamment du volume plasmatique, qui est de l'ordre d'environ de 10%. Une autre problématique est que l'ensemble de ces phénomènes amènent une altération donc, des dimensions cardiaques, et notamment du ventricule gauche. Au niveau de la ventilation, donc on a une perte de 4% environ sur 4 semaines, selon les études. Et alors, des chiffres à prendre, on va dire, au conditionnel, même si ce sont des études qui sont relativement récentes. On nous dit qu'il faut, en règle générale, 4 fois plus de temps sur ces facteurs, on va dire, et ces désadaptations centrales, pour récupérer le niveau initial, en fonction du niveau des entraînements. Donc 8 semaines de déconfinement, 4 x 8, 32 semaines, 8 mois. Donc espérons qu'on n'en sera pas là. À mon avis, c'est pas la principale problématique, parce que les entraîneurs savent effectivement que de toute façon, ils n'auront pas les mêmes sportifs après le confinement qu'avant le confinement, et que de toute façon, pour développer le cardio, pour les sports notamment à dominante cardio-respiratoire, il va falloir se mouvoir. Et pour se mouvoir, on va utiliser le système musculo-tendineux et le système articulaire. Et c'est là où je pense qu'il va y avoir une principale problématique. Donc penchons-nous maintenant un petit peu sur les désadaptations donc, métaboliques périphériques liées aux des entraînements que l'on peut dire classiques, c'est-à-dire pas dus au confinement, et j'y viendrai par la suite pour le confinement. Donc on a une atrophie musculaire qui est rapide. Donc dès que l'on arrête l'activité musculaire, on va dire traditionnelle, on a une baisse donc de la synthèse protéique, donc qui est associée à une dégradation donc protéique. On a notre stock de glycogène donc musculaire qui diminue dès le premier jour d'activité, avec 20% en une semaine de diminution de ces stocks et 40% après 25 jours, ce qui est relativement rapide, et ce sont des données pour les sportifs d'élite. On a une baisse de la force maximale qui est de l'ordre de 7 à 12% entre la 4e et la 8e semaine, ce qui nous amène une baisse de la force excentrique, avec une diminution notamment du calibre des fibres. Nous avons également une apparition d'une amyotrophie avec une transformation des fibres rapides, et celle-là nous intéresse vraiment particulièrement pour tout ce que l'on va développer durant cette conférence. Donc ces fibres rapides qui se transforment en fibres lentes, jusqu'à arriver, on va dire, au niveau basique, génétiquement fixé à votre naissance. Donc forcément, une altération donc, de la force-vitesse, et ce dès la première semaine, et qui peut aller de l'ordre de 8 à 16% sur une durée de 4 semaines. Il est important aussi de noter que certaines études ont démontré que pour un sportif alité 24 heures, ce n'est pas le cas de l'ensemble des sportifs, mais on s'en approche entre 18 et 20 heures sans être relativement actif. Dans les premiers jours, il y a une perte de poids de 0,5 kg de masse musculaire. On a donc une augmentation de la masse maigre et une augmentation de la masse grasse, et donc une diminution de la masse maigre pour aller jusqu'à 10 à 15 kg pour les catégories, on va dire, de poids lourd en judo, en rugby ou autre activité. Maintenant, on va essayer de se pencher un petit peu sur les problématiques donc, qui sont liées au système musculo-tendineux, mais en lien avec le confinement. Donc effectivement, ce que l'on a déjà constaté, puisqu'il y a des études qui ont été menées à partir de 3 ou 4 semaines de confinement. Donc, pour commencer, je l'ai déjà dit sur le constat que je viens de faire au préalable, on a une perte de masse musculaire, et notamment des muscles posturaux. Donc cette perte, elle est relativement rapide, elle a été constatée dès les premiers 15 jours donc, de diminution significative, donc d'activité sportive traditionnelle et d'activité, on va dire, quotidienne de base. Et plus particulièrement sur les fibres de type 1, mais encore plus rapide sur les fibres de type 2. On a également une diminution donc, de la raideur tendineuse. Donc je vous le rappelle, la raideur tendineuse est la capacité qu'a les muscles et les tendons à stocker de l'énergie et à le restituer. Donc c'est une problématique qui est vraiment très importante pour tous les sports où on va effectuer des sauts, des changements de direction, des réceptions et autres. Ce qui nous amène donc à une répercussion importante sur la coordination, les agilités et la dissociation segmentaire. On va dire qu'on a également une désorganisation des tissus musculaires, donc avec des fibres qui vont se raccourcir,
voire des dommages musculaires, et on va venir par la suite. Une réduction donc de la synthèse du collagène, et le collagène, comme vous le savez, c'est le principal constituant du tendon. Donc pour finir, on constate aussi pendant cette période de confinement une altération du système nerveux, avec une diminution de l'activation, et notamment sur les fibres rapides, donc on va dire les gros motoneurones, la synchronisation des unités motrices et le recrutement des unités motrices sur les fibres de type 2B2X. Donc ça nous amène à une désadaptation donc d'ordre neuromusculaire tendineuse due à une diminution de l'entraînement. On a une décharge et une diminution de charge sur les tendons, les muscles, notamment sur les tendons d'Achille, voûte plantaire et autres. On constate également, pendant ces 8 semaines, on va dire, de confinement, une perte accrue de mobilité articulaire, que ce soit sur les chevilles, que ce soit sur le bassin, sur la ceinture scapulaire, une perte de souplesse. Donc, quelles sont les conséquences? Donc, à partir de 5 semaines, dès le moment du confinement, on a, je pense tous, on va pouvoir le confirmer, eu beaucoup de sportifs qui se sont plaints de douleurs achilliennes, qu'elles soient lombaires, cervicales, peu thoraciques, de douleurs au niveau des ceintures scapulaires. J'ai par exemple des nageurs qui m'ont contacté qui n'avaient aucune problématique d'épaule et qui, malgré un entretien sur des rotateurs d'épaule, des fixateurs d'omoplate, commençaient à avoir des douleurs à l'épaule simplement la nuit en dormant. Donc ça, on va le développer après avec Anne-Laure et avec Lorenzo sur la partie kiné. Donc pour finir, on a d'autres types de répercussions qui n'est pas forcément l'objet de la journée, mais qui sont relativement importantes à prendre en compte. C'est les répercussions psychiques dues à une interruption ou une diminution de pratique. On est quand même, il ne faut pas se voiler la face à des sportifs qui sont stressés, anxieux, dû à un manque de repères, moins d'entraînement, plus de compétition, pas d'objectifs réels ou peu d'objectifs pour cette période donc de reprise. On va être confronté à des repères et des pertes de repères donc technico-tactiques, dues aux problématiques que j'ai énoncées auparavant, notamment musculo-tendineuses. Donc nous sommes, je pense, en présence de ce que je qualifierais donc de sportifs sédentaires en bonne santé. Donc en lien avec ce constat, je vais passer la parole à ma collègue Anne-Laure et à l'ensemble de mes collègues qui vont prendre le relais pour faire un petit peu un point d'étape, parce que comme vous le savez, chaque cas est singulier. Merci Christophe pour cette intervention et toutes ces données qui sont très importantes, notamment pour les entraîneurs, dont nous verrons tout à l'heure avec Rodolphe. Anne-Laure, j'ai une question à te poser pour prendre le relais justement de l'analyse qu'a fait Christophe. Quelles sont les recommandations post-confinement, mais surtout, faut-il évaluer la reprise? Alors effectivement, Christophe a bien posé le contexte. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'il faut considérer cette période inédite comme une longue période de repos, de coupure que les sportifs ont régulièrement post-saison ou sur une période de convalescence, par exemple, après une blessure. Et donc aujourd'hui, cette période inédite, on doit, nous, être capables, en tant qu'entraîneur, préparateur physique, réathlétiseur et toutes les personnes qui accompagnent les sportifs vers la haute performance, on doit être capable d'utiliser cette période pour prendre le temps de reconstruire, de reconditionner, comme l'a dit Christophe Keller, de reconditionner le sportif sur tous les paramètres physiques, les paramètres moteurs, les paramètres psycho aussi, et également après tous les autres paramètres technico-tactiques et qui a trait sur la performance. Donc c'est important de vraiment d'utiliser et de considérer cette période. Ce qui est déstabilisant pour tout le monde, c'est que c'est une période qui est beaucoup plus longue de ce qu'on a l'habitude de vivre. Aujourd'hui, après chaque fin de saison, en général, la moyenne est à peu près 15 jours de coupure. Ça peut aller jusqu'à 3 semaines d'arrêt. En général, c'est souvent un arrêt aussi partiel, mais on n'a jamais été confronté à un repos aussi long. Donc c'est vrai que c'est très déstabilisant pour tout le monde. Et c'est vrai que Christophe l'a posé. C'est-à-dire que moi, j'aime bien parler de syndrome de confinement comme une nouvelle pathologie qui a altéré les capacités physiques de l'athlète, les capacités physiologiques, mécaniques, comme l'a présenté Christophe, mais aussi psychologiques. Et ça, on y reviendra tout à l'heure. Donc,
pour répondre, Jean-Michel, à ta question, bien évidemment, je pense que c'est le moment de prendre le temps. C'est rare dans le sport de haut niveau, c'est rare même dans le sport de compétition de ne pas avoir d'échéance à court terme. Et aujourd'hui, c'est vrai que dès lors qu'on travaille avec les athlètes, on a toujours la pression du calendrier sportif qui nous force à aller toujours vite et à justement de temps en temps perdre un petit peu de temps sur les fondamentaux moteurs, sur les fondamentaux spécifiques d'une discipline. Et c'est vrai que c'est le moment vraiment de travailler là-dessus. Alors justement, vraiment, excuse-moi, oui, excuse-moi de t'interrompre, Anne-Laure, mais justement dans les évaluations, est-ce que vous avez établi un protocole? Est-ce que tu pourrais nous montrer schématiquement comment vous intervenez, quels sont les domaines dans lesquels, au niveau de l'évaluation, vous allez prendre des mesures spécifiques justement pour être en accord avec l'organisation que vous allez mettre en place? Donc effectivement, dès lors qu'on va reprogrammer et replanifier un programme d'entraînement pour les athlètes, il faut en amont être capable de l'évaluer. Et aujourd'hui, il est fondamental d'évaluer l'état de forme de l'athlète sur tous les plans, physique, psychologique, sur la qualité du sommeil, etc. Et donc je me permets, vous allez avoir apparaître à l'écran un processus de reconditionnement qu'on a mis en place avec l'ensemble des services de l'INSEP. Donc c'est une batterie d'évaluation qui est individuelle et singulière à l'athlète et surtout au regard du contexte de confinement dans lequel il a été et du fameux profil, des 4 profils que Christophe a pu identifier, s'il a été inactif, s'il s'est entraîné partiellement, si sur la partie spécifique il a pu maintenir un travail spécifique et au regard de tout ça. Donc l'objectif c'est d'évaluer le profil post-confinement. Donc pour ça, à l'INSEP, il est convenu que les athlètes de haut niveau qui reprennent l'activité passent obligatoirement par un entretien médical avec un médecin pour évaluer déjà le statut de l'athlète, hein, s'il a été symptomatique ou asymptomatique au Covid, et puis avoir toutes les informations sur son confinement. Il y a des entretiens qui vont être faits et un questionnaire en ligne sur le contexte, c'est la durée du confinement, le type de confinement, voilà, le travail qu'il a mis en place, le volume, l'intensité, à quelle fréquence, la qualité nutritionnelle, la qualité du sommeil et surtout les paramètres de la performance. On a aussi des entretiens et un questionnaire sur le plan psycho, sur lequel en tout cas j'y attache une importance, surtout auprès des athlètes qui étaient qualifiés pour les Jeux Olympiques ou qui étaient en vue de se qualifier pour les Jeux Olympiques et qui ont vécu de manière inédite un report des Jeux qui peut être très 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 déstabilisant pour un athlète qui vit que pour ça. Ensuite, nous avons aussi les experts sur la physiothérapie, les kinésithérapeutes qui vont identifier et évaluer le niveau de mobilité articulaire myotendineux des athlètes. Il y a la cellule de réathlétisation qui va identifier, c'est-à-dire faire toute une batterie de tests de profilage pour identifier les points forts et les points faibles de l'athlète et vraiment identifier les muscles posturaux, tous les fondamentaux posturaux et moteurs. Donc à la suite de ça, on va mettre un point d'étape, c'est-à-dire qu'on va faire un entretien avec le staff et l'athlète et proposer des axes de travail. Mais j'insiste vraiment sur la singularité et individuelle aux athlètes. Et à partir de là, on va programmer un cycle de travail. Et à la suite de ce cycle de travail, on propose de repasser des tests sur le plan énergétique pour identifier sur le plan cardiovasculaire. Donc pour ça, il y a des tests qui sont réalisés sur Wattback, mais on va aussi utiliser les tests énergétiques qui sont mis en place par les fédés pour que ça ait du sens par rapport à chacun des athlètes. Et ensuite, on va repasser sur un deuxième point d'étape et réenchaîner après, à la suite d'un cycle de travail, les qualités de force et de puissance, donc les qualités neuromusculaires, avec des tests qui sont spécifiques à chacune des fédés.
et des tests qu'on a mis en place aussi sur OptoJump. Donc en fait, c'est toute une batterie de tests qui va forcément, l'échelle temporelle va être variable en fonction du profil du sportif, hein, s'il a été inactif ou au contraire suractif, et toute une activité continue et un suivi de nos experts mentaux, les psychologues, qui vont justement aussi nous driver sur le processus de reconditionnement. Merci voilà, Anne-Laure pour ces détails, oui, tout à fait. Bon, je pense qu'on reviendra tout à l'heure sur certaines questions où tu pourras apporter des indications et des concrétisations justement plus précises par rapport à la demande des auditeurs, qu'on en verra tout à l'heure. Moi, je voudrais avoir un peu sur le stade, sur l'avis de Lorenzo, l'avis du kiné justement par rapport à tous ces paramètres, ces facteurs, ces énoncés, comment on procède, comment procéder, etc. Lorenzo? Oui, merci beaucoup Jean-Michel, merci d'avoir invité la kinésithérapie parmi vous. Écoutez, nous à niveau kiné, on a différents volets. On a les volets assistentiels, là on va traiter les blessures, il y en a ces volets prévention. Et là, après les confinements, il faut qu'on se déguise un peu un détective privé. Pourquoi? Parce que notre rôle principal après ces petits confinements, ces grands confinements, c'est de chercher les déficits, chercher les déficits d'amplitude, les déficits moteurs, les déficits musculaires. Et c'est pour ça que nous, actuellement, on doit se déguiser un détective pour trouver les bonnes réponses. Donc, nous, je pense que le plus important, c'est qu'on fasse une petite déroulée, comme on a expliqué bien à l'heure, mais à un niveau de la kiné, peut-être un peu différent, même si on est toujours dans le même contexte. Il ne faut pas oublier que, et même si je suis un peu alarmiste, c'est une activité qu'on vient de vivre, c'est la pire de l'histoire, parce que ni la convalescence, ni les vacances sont comparables. Ça veut dire que nos sportifs sont à la maison. Comme disait Christophe, ils sont toujours au canapé, au lit, et ils se lèvent pour manger, pour aller aux toilettes. Mais vraiment, quand on est blessé, on peut sortir dans la rue, on peut marcher. Si on est blessé d'un poignet ou d'une épaule, on peut marcher. Actuellement, on ne peut pas faire ça. Donc, les sportifs qu'on avait avant les confinements et les sportifs qu'on avait après, comme l'a dit bien Christophe, ne sont pas les mêmes, ne sont pas du tout les mêmes. Donc, première chose, il faut tenir compte de l'environnement de notre athlète. Quel sport il fait, où se réalise le sport, quel cadre, quel contexte, le contexte général. Deuxième chose, et pour moi c'est vital, et je pense que ça c'est un truc proprement kiné, c'est les facteurs de risque. Les facteurs de risque, c'est un joli mot, mais c'est un mot qui est très important pour savoir qu'est-ce qu'il y avait les joueurs, les athlètes avant d'être confinés. Est-ce qu'il avait un déficit des ischios? Est-ce qu'il avait des blessures récurrentes au niveau du tendon d'Achille, au tendon rotulien? C'est très important d'identifier ces facteurs parce qu'après, ces facteurs de risque, ils vont nous donner des pistes pour savoir où les sportifs les poussés à reblesser. Troisième chose, une fois qu'on a identifié tous les facteurs de risque, il faut trouver une batterie de tests. Et je pense qu'ils ne doivent pas être tous pareils. Si il y a des joueurs qui sont des déficits, il faut aller chercher ces déficits. S'il y a des joueurs qui ne sont pas des déficits et qui ne sont pas des facteurs de risque, on va faire une batterie de tests plus générale. Mais il faut quand même qu'il soit plus précis. On ne peut pas faire une batterie de tests énorme parce qu'après on ne saura pas quoi faire avec toute cette information. Pour revenir à ça, l'analyse de tous les infos, de tous les tests, c'est vital parce qu'on va avoir beaucoup d'infos, beaucoup de données des genres isocinétiques, des sauts, des flexibilités. Et tout ça, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Il faut quand même dégrossir et trouver ce qui est bien et ce qui est utile pour donner après à nos sportifs concrètement les exercices, des souplesses, des forces, des proprioceptions qui sont adaptés à leur sport, leur moment de capacité physique actuellement, et des fois leur capacité intellectuelle, parce qu'il ne faut pas oublier que si on donne des trucs, des exercices très compliqués, les sportifs, ils vont se perdre et ils vont abandonner. Donc c'est pour ça que nous, les kinés, on doit se déguiser un détective privé, j'insiste, et aller à la base de la capacité physique de notre sportif pour aller chercher les déficits et travailler pour éviter la blessure. Merci Lorenzo pour cette intervention. On va revenir, je pense, sur des indications que tu vas nous donner tout à l'heure. Je vais passer maintenant la parole à l'entraîneur,
parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui sont entraîneurs dans cette session, donc qui ont envie d'avoir des indications, des recommandations. Rodolphe, toi qui es sur une activité explosivité, souplesse, coordination, habileté, comment tu envisages ce déconfinement et cette préparation? Bonjour à toutes et tous, merci Jean-Michel de me passer la parole. Voilà, donc je vais prendre la casquette de l'entraîneur. Effectivement, on va naviguer à vue, on va naviguer sans GPS. Heureusement, on a effectivement un certain nombre, une liste exhaustive, dont une grosse partie a été faite par Christophe, là, tout ou partie. Des différents états d'inactivité et on peut faire effectivement avoir une vue sur la partie immergée de l'iceberg. La partie émergée, on la découvrira au fur et à mesure, mais comme le disait le collègue kiné, il va falloir se transformer en détective privé, il va falloir plonger sous l'eau et aller voir ce qui se passe pour effectivement évaluer l'état des fondations, des différents piliers, des différentes fondations de ces athlètes. Donc, entre l'analyse de notre activité, de chaque activité, bon, pour moi, c'est la gymnastique artistique masculine. Ce qui se sera passé pour les athlètes et les 4 profils nous aident bien à évaluer qui ils sont en sortie de confinement, pardon. Moi, voilà, j'avais l'image de l'athlète blessé. Il y a autre chose qui me... L'analogie, c'est d'un athlète ou d'un terrien qui serait parti en mission spatiale autour de la Terre et qui ne serait plus sous la force de pesanteur et qui aurait perdu tous ses repères de terrien. Nous, en gymnastique, par exemple, on passe 90% de notre temps, on va dire, sur les bras. Et là, pour autant, ils ont passé 100% de leur temps soit sur leurs fesses, soit sur leurs jambes et encore. Donc, effectivement, il va falloir, comme le disait Anne-Laure, vraiment donner le temps au temps. Les compétitions sont loin. On va avoir le temps de faire de vrais bilans, d'y aller au fur et à mesure, au jour le jour, parce que quand on va naviguer dans ce brouillard, on ne va pas forcément voir les rochers qui sont à fleur d'eau. Je prends des images, mais c'est vraiment ça. Surtout qu'on va avoir des athlètes qui peut-être sont pleins d'énergie, vont avoir qu'une envie, et de toute façon c'est sûr et certain, c'est de reprendre le plus vite possible. Parce que quand on s'entraîne entre 25 heures et 30 heures par semaine, ça fait partie de son ADN. Voilà, on fait ça toute la journée, c'est des athlètes de haut niveau. Donc là, il va falloir que nous, en tant qu'entraîneurs, les kinés, les staffs autour de ces athlètes, soient les 2 pieds sur le frein, à moduler effectivement cette remontée qui va être lente, et on le sait, dans le couloir de navigation qui est haut, parce que ce sont des athlètes de haut niveau. Et cette montée, il faudrait vraiment l'envisager d'une manière palliative, parce que sinon, on va brûler les moteurs en pleine ascension. Donc voilà, donc on a des directives du ministère, c'est arrivé encore cette nuit, on a des idées, nous, sur ce que l'on va mettre en place chaque semaine, chaque journée, pour essayer de faire un état des lieux le plus proche possible, pour coller le plus possible à la réalité de chacun d'eux, pour essayer d'entourer, je vais le dire comme ça, d'entourer le troupeau et d'essayer de repartir tous ensemble dans la même direction. Donc pour nous, sur le pôle, il y a les Jeux Olympiques, il y a les Championnats d'Europe, il y a la saison prochaine à préparer. Donc voilà, on va avoir différents canaux pour remonter, on va dire, à un haut niveau de travail journalier et de performance. Voilà. Merci Rodolphe pour ces détails. Et c'est vrai que l'activité gymnastique est quand même spécifique. Et comme tu le dis, on passe beaucoup de temps sur les bras. Et je pense que c'est très, très important ce que tu viens de nous signaler. Alors maintenant, on va passer un petit peu à du témoignage. Donc, nous avons la chance d'avoir deux athlètes avec nous, un sport collectif et un sport individuel. Donc, on a vu la gymnastique via l'entraîneur. Maintenant, on va voir avec Isaiah, donc basketteur, sport collectif. Est-ce que tu peux nous resituer ton cas et puis nous expliquer comment tu fonctionnes, comment tu t'es organisé chez toi justement pour remonter sur la scène de la performance? Comment as-tu procédé? Alors tout d'abord, bonjour à tous, hein. Merci
de m'avoir invité, d'avoir pensé à moi. Alors, dans le cadre du sport collectif, du basket, c'est un peu différent parce qu'on a l'habitude de s'entraîner à plusieurs. Donc voilà, ça fait penser un peu à une période de saison off, quoi, durant l'été où voilà, où on travaille, où on essaye de travailler sur nous-mêmes et de progresser. Sauf qu'il y a comment je peux dire, il y a des interdictions dues au confinement. Et voilà, donc ça a pas été simple. Moi, j'ai eu la chance il y avait un terrain de football euh, dans mon rayon de 1 kilomètre autour de chez moi. Donc voilà, c'est là où j'allais faire la plupart de mes séances. J'essayais voilà d'alterner beaucoup entre du cardio, de l'explosivité, des sauts et de la vitesse, tout en faisant voilà tout ce qui est gainage, etc. Chez moi après. Il paraît, Et je Isaiah, pense comme excuse-moi l'a de te dit. couper. Oui, il paraît que tu as organisé ta propre salle de kiné. Oui, oui, enfin, de par mon passif, voilà, j'ai été blessé pendant presque 1 an et demi. Donc Oui. voilà, je sais ce que ça fait de repartir à zéro. Et voilà, j'ai pris toutes ces habitudes en fait qui sont nécessaires et puis toutes ces connaissances aussi que j'ai acquis à force de côtoyer les kinés, les préparateurs physiques, etc. durant ma rééducation. Et voilà, je sais maintenant à peu près ce que mon corps a besoin. Donc voilà, j'ai investi un peu pendant les premières semaines de confinement et j'ai essayé d'organiser mes semaines. Mais voilà, c'est vrai que le plus dur, comme l'a dit Christophe, c'est que malgré que j'essaye de m'entraîner, on va dire, entre 2 et 3 heures pendant la journée, le reste de la journée, tu restes assis et tu as des problématiques de mobilité, etc. Donc c'est important d'essayer de garder ces niveaux de mobilité pour prévenir tout ce qui est pour prévenir le retour en fait et pour être préparé à reprendre une activité qui sera pas normale au début hein, mais voilà au moins reprendre à un certain niveau. Et je pense que tout ce qui Et est essayer oui, oui. oui, je disais, comment tu fais pour te motiver pour faire 3 heures d'activité à des intensités différentes? Enfin, comment tu arrives à varier? Quelle est la source de ta motivation? Comment tu arrives à t'organiser dans tout ça? Dans notre cas, le basket, faut savoir que le championnat de France, la première décision, ça avait été de suspendre la saison et non pas de l'annuler. Donc en fait, il y avait un espoir à retour à compétition. C'était dans les premières estimations, c'était au mois de mai. Voilà, en fait, il y avait dans un premier lieu, il fallait rester en forme pour pouvoir reprendre la saison. Donc voilà, là c'était juste, on espérait que ce confinement serait juste une petite parenthèse et qu'on serait de retour à nos sports et passions assez rapidement. Après, avec l'ampleur qu'a pris voilà, la situation sanitaire, ils n'ont pas encore annulé la saison, mais en tout cas, il n'y aura pas de match de basket jusqu'à septembre. Donc c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, ce qui est dur, on n'a pas d'objectif à court terme. Donc voilà, pour tout ce qui est cardio, où tu es à deux doigts voilà, t'es un peu à deux doigts de vomir et tu dois aller chercher un peu loin dans l'effort. C'est vrai que c'est un peu plus dur mentalement parce que il n'y a pas d'objectif à court terme. Mais voilà, Mhm. comme j'ai dit, avec mon passif, en ayant été blessé pendant une grosse période, et puis voilà, même en tant que compétiteur, euh, il- tu peux toujours progresser. Donc voilà, c'est ça un peu qui me motive un peu tous les jours et pour essayer de garder un certain niveau de force, de mobilité, et voilà, pour que la transition et le retour terrain se fassent plus facilement. Parce que comme l'a dit Rodolphe, en tant qu'athlète de haut niveau, c'est plus qu'une passion, quoi. Ça fait partie de nous, peu importe la discipline, et on a envie de reprendre au plus vite.
Donc, si tu veux reprendre au plus vite, il faut essayer d'être un minimum en forme. Christophe, tu voulais rajouter quelque chose sur l'analyse qu'a fait Isaiah? Oui, bah, l'analyse est très bonne, hein. Isaiah, on a travaillé longtemps ensemble et je suis bien content de le voir autonome parce que l'objectif quand tu es un sportif blessé, c'est de le rendre autonome et il y montre clairement là qu'il est autonome, donc c'est quelqu'un de professionnel. Donc effectivement, je l'ai dit tout à l'heure pendant mon intervention, c'est que les sportifs les mieux organisés sont ceux qui ont été blessés parce qu'effectivement, ils connaissent le prix à payer. Donc Isaiah s'est organisé en termes de prise en charge de soins avec le matériel dont il dispose. Je ne vais pas donner de nom pour faire de la publicité. En termes de routine d'échauffement, donc d'athlétisation préventive, sur tous les secteurs qu'il vient de nous citer, que ce soit la mobilité, la force max, la force explosive. Et Isaiah fait aussi tout ce qui est nécessaire eu égard à son passif de blessé en termes de routine de récupération. Donc on est pile poil dans ce que l'on souhaiterait. Et je voudrais aussi mettre l'accent sur quelque chose, c'est qu'on se rend compte avec ce confinement que peu de sportifs, donc qu'ils soient de haut niveau ou sportifs, on va dire de compétition, disposent de matériel à la maison, ce qui pour moi est quelque chose d'inconcevable. C'est-à-dire qu'avec le confinement, les sportifs ont pensé à s'équiper. C'est-à-dire que peu avaient du matériel pour faire de la proprioception, un minimum une barre, des haltères. Et ça, c'est quand même leur métier. Et le constat, il est très clair. C'est qu'à partir du confinement, j'ai pas de matériel. Donc Isaiah est de ceux, tout comme Axel qui va prendre la parole après, qui eux sont équipés en matériel. Et je pense que ça fait partie du package. Et je pense que c'est une chose positive à l'issue du confinement, c'est que les sportifs ont compris que de toute façon, souhaitons que ça ne nous arrive plus, mais à un moment, il faut être un petit peu équipé à la maison pour pouvoir, on va dire, pratiquer de manière autonome. Merci Christophe pour ces précisions. Alors, on va passer au sport de combat, sport de préhension avec Axel. Axel, peux-tu nous situer un petit peu le contexte et comment justement tu vas te remettre en liste pour les prochaines échéances? Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Ouais, donc comme a dit Christophe, moi ça a été surtout, ça s'est passé en deux phases. La première, ça a été de s'organiser pour avoir du matériel au tout début, quand on a entendu dire qu'il allait avoir le confinement. J'ai eu la chance d'avoir mon club qui m'a permis de vider la salle de muscu du club et de tout ramener chez moi et de prendre aussi un rameur à l'INSEP. Parce que tout simplement, en plus, la difficulté, c'est que je peux plus courir. Entre une blessure que j'ai eue aux ischio l'année dernière, au Tour de Paris, et une pubalgie, je revenais d'une pubalgie en plus. Donc c'était impossible de courir, ce que la plupart des athlètes pouvaient faire. Donc il me fallait du matériel. Donc il y a eu un premier temps, en fait, où on était encore en train de préparer les jeux, les 15 premiers jours. Et pour moi, c'était super important de rester très actif, de faire mon bloc de physique foncier. J'avais de la chance, je l'avais préparé à ce moment-là. Donc, je faisais un bloc de physique. J'avais prévu un bloc de physique de 3 semaines. Donc, ça ne changeait pas grand-chose au début à mon planning. Bien sûr, ça s'est étalé. Donc, je me suis entraîné au début 2 à 3 fois par jour, quasi, les 15 premiers jours, jusqu'au report des Jeux. C'était séance de muscu cardio et de la réathlétisation. Enfin, au début de la kiné, pour ma pubalgie, et progressivement, j'ai basculé vers la réathlétisation. C'était Étienne Fillard, le kiné INSEP, qui me donnait mes séances par téléphone, à distance, en kiné, et puis progressivement, j'ai été vers Christophe sur la réathlétisation. L'avantage, c'est que je suis aussi kiné, donc je savais aussi l'exercice que j'avais à faire, donc il y avait une connaissance par rapport à ça. Et puis après, il y a eu le report des Jeux. Voilà. On sait tous que c'est difficile pour un athlète. Je vous le dis, moi j'ai encaissé. Ça a été difficile. J'étais très surpris. Et du coup, j'ai pris 4, 5, 6 jours à rien faire. Bricoler. Alors j'ai la chance d'une maison, donc pour bouger en dehors de l'entraînement, il y a un peu plus de place. J'ai bricolé pour me changer les idées. Et après, je suis reparti à l'envie sur à peu près 3 semaines d'entraînement. Et là, une fois par jour, et seulement 2 réathlés par semaine. Voilà. Ça, c'était mon rythme léger. Et je suis reparti depuis 15 jours, je suis reparti à 2 séances par jour pour préparer le retour sur le terrain. Et dans tout ça, il y avait des contenus différents. Voilà, je faisais une partie kiné réathlé. Donc il y a tout ce qui est mobilité, travail de mes points faibles, mon ischio qui s'est blessé l'année dernière, où je sais que c'est ma grosse faiblesse, travail du bassin, surtout pour ma pubalgie, avec les séances avec Christophe qu'on peut faire ou avec Adler sur INSEP.
Et puis après, au niveau cardio, muscu, on a pu faire beaucoup de choses grâce à Mathias Ricard. J'avais tout le matos qu'il fallait, donc on a fait beaucoup de PMA. J'ai même réussi à battre mon meilleur record en PMA. Voilà. Ça a été pour moi une période de progrès. J'ai de la chance parce que j'ai été équipé. En muscu aussi, j'ai encore fait les tests d'ailleurs ce matin à INSEP, où je me suis rendu compte que j'avais pris de la masse musculaire. J'ai pris du poids, mais c'est de la masse musculaire. Il y a aussi eu la phase anxieuse, comme tout le monde au début, je pense. L'environnement était particulier, donc moi j'ai pas hésité, et je l'ai dit d'ailleurs dans certains médias, de m'orienter vers la bouffe. De relâcher un peu. On a besoin de ça aussi en tant que sportif de haut niveau. Une phase de relâchement, on n'en a pas souvent, c'est très rare dans une carrière, et ça m'a permis de relâcher un peu cette pression qu'on a tout le temps. Nous, les sports catégorie de poids, encore plus dans une année olympique, là, je fais attention à ce que je mangeais depuis septembre. Là, j'ai accepté, lâcher prise un petit peu, et voilà. Et je saurais revenir, il n'y a aucun souci, parce que comme a dit Saya, on a été blessés tous les deux, et en fait, on sait ce que c'est. Moi, je l'ai pris vraiment comme une période de blessure. Alors, j'ai bougé, je me suis entraîné, et on prépare le retour. Et dans une période de blessure, il faut se concentrer sur ce sur quoi tu peux contrôler, ce sur quoi tu peux agir. Et j'ai passé un cap physiquement, clairement. En PMA, en muscu, sur les muscles profonds avec mes séances de réathlé, j'ai réussi à passer un cap. Donc voilà. Et ça m'a. Il y a pas mal d'avantages inconvénients dans cette période. Dans les inconvénients, voilà, c'était pas évident. Il y a eu des périodes un petit peu, des anecdotes où voilà, je suis resté bloqué sous 140 kilos en couché, sous une barre parce qu'il y avait personne pour nous assurer. Ça, c'est pas marrant. T'es obligé de te débrouiller tout seul. J'ai cassé l'arme du voisin en voulant faire une traction. Voilà, t'as des trucs un peu galères du conditionnement. Et puis après, il fallait trouver une motivation sur chaque séance. Comme disait Isaiah, sur une séance où t'es pas loin de gerber, sur une séance cardio, bah, c'est vrai que c'était dur. Au bout d'un moment, tu sentais que tu mettais longtemps à démarrer ta séance. Hein. Entre le temps de ma collation avant séance et ma séance, le temps il s'allongeait de plus en plus au fur et à mesure du conditionnement. Voilà, fallait réussir à se bouger, quoi. Et par contre, les avantages, c'était que tu retrouves l'autonomie, tu réfléchis à ce que tu as besoin, ce qui est vraiment utile pour toi, j'ai pu me concentrer aussi, réfléchir qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu puisses revenir en bonne santé. Et j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais moi j'ai fait pas mal de spécifiques judo. Vous allez bouger sur le parking du bowling à côté pour réhabituer mes tendons, qu'ils aient encore l'habitude de bouger. Adducteurs, faire des rotations avec élastique, des choses qu'on a en judo, pour que mes tendons aient l'habitude de bouger en spécifique judo. Sinon, je sais que ça va péter à la reprise. Si je gagne en masse musculaire, mais qui sont pas spécifiques, dans le mouvement, ça va péter. Encore plus avec les contraintes. Et ça n'empêchera pas un retour progressif sur le terrain. Parce que ça reste spécifique et quand tu auras l'opposition, il faudra faire une reprise d'opposition très très progressive. Quoi. Et on a de la chance parce que cette période, c'est une chance aussi. On va avoir du temps pour travailler d'autres choses. Et moi, je vais en profiter. Je pense qu'au niveau physique, j'ai fait le nécessaire. Donc, dès qu'on pourra reprendre le judo, je vais avoir une longue période pour développer des axes techniques où on n'a souvent pas l'occasion de le faire. Parce qu'il y a une compétition qui arrive, il y a toujours un truc, une blessure, un truc, un machin, et surtout des compètes. Donc là, on va pouvoir travailler des nouveaux spéciaux, les approfondir grâce à de l'analyse vidéo, grâce à plein de choses. Et ça, je trouve que c'est une chance, quoi. C'est une chance. Je l'ai quasiment jamais eu dans ma carrière, à part les périodes de blessures. Malheureusement, il y en a eu trop. Mais à chaque fois, tu devais accélérer la reprise pour de nouveau être performant et te qualifier pour le grand championnat. Merci Axel pour cette belle intervention très, très vécue. On sent vraiment les difficultés. Alors là, je vais poser une question à nos entraîneurs, aux préparateurs physiques et réathlétisateurs. Comment vous analysez la réaction de nos deux athlètes là, qui nous ont fait une belle analyse de leur situation? Qui veut prendre la parole par rapport à ça? Et je vous invite à enchaîner sur vos interventions et ensuite on passera aux questions des auditeurs. Oui, Christophe. Oui, effectivement, on a deux types de sportifs là. On a un sportif qui a été blessé et qui est en pleine saison, Isaiah. On a un sportif qui préparait les Jeux Olympiques mais qui était en fin de blessure. Et on voit mine de rien que les stratégies sont quasiment les mêmes pour les deux. Les deux ont fait le même constat, c'est-à-dire garder un minimum donc de mobilité, d'activité pour essayer de revenir le mieux possible. Et surtout, Axel l'a clairement dit,
Isaiah l'a pas précisé, mais c'est ce qu'il fait aussi lorsqu'il nous dit qu'il fait des sauts, c'est-à-dire rester dans des gestes techniques. Parce que se gigoter, s'entraîner, c'est bien, mais se rapprocher du geste technique, notamment pour un joueur comme Isaiah, qui est un joueur agressif, comme on dit dans le jargon du basket, sur le cercle, c'est-à-dire que c'est un sportif, un basketteur qui saute partout, qui dunk. Donc effectivement, quand on l'a pas fait pendant un moment, c'est compliqué. Et pour Axel, il nous disait clairement qu'il allait sur le parking du bowling faire ses exercices de judo, et ça c'est relativement important. Autre point aussi qui était dit par Axel, il nous a dit que la période entre la collation et repartir sur la phase d'entraînement était de plus en plus longue. Mais je pense que on l'a tous vécu ça. Moi je suis plus athlète, mais c'est pareil. Entre la phase où je devais aller personnellement aller me gigoter, je vous garantis qu'elle était de plus en plus longue. Et pourtant, je ne préparais rien, c'est fini. Donc, effectivement, il est temps qu'on revienne sur un mode de pratique, on va dire, traditionnel. Merci Christophe pour cette intervention. Lorenzo, le kiné dans tout ça, est-ce qu'il peut accompagner cette préparation, etc. Peux-tu nous donner des indications? Parce que je te signale qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui sont des étudiants en kiné, hein, donc l'ADERF et puis aussi l'ANCRE, Saint-Maurice, donc ils nous écoutent. Donc si tu as des indications à leur donner, ils sont très intéressés par tes avis. Bien sûr qu'on peut les accompagner. En fait, nous, on doit être l'ombre de l'athlète. Pourquoi? Parce que l'athlète, il va se confier beaucoup à nous. On a la chance d'avoir un contact physique, mais un contact aussi très psychologique. Et l'athlète passe beaucoup de temps avec nous. Il nous raconte la vie, il nous raconte leurs problèmes, leurs joies, leur bonheur, leur malheur. Et là, leurs petits problèmes. Et leurs petits problèmes de caractère physique, l'effet d'être à côté, c'est ça qui va nous donner cette piste pour l'accompagnement. Donc, nous, on doit être prêt à avoir en batterie des tests spécifiques. Et je reviens à ça parce que peut-être qu'on passe un peu comme ça, mais les tests spécifiques sont très importants. Ça veut dire chacun son test. S'il a un problème de pubalgie, comme Axel il a évoqué tout à l'heure, il va falloir faire des tests spécifiques de pubalgie pour Axel. Si jamais Isaiah avait un problème des tendons, je ne sais pas trop c'était quoi la problématique d'Isaiah, mais un problème peut-être des tendons d'Achille, des tendons rotuliens. Donc il va falloir faire des tests, des tests articulaires, des tests de raideur, des tests musculaires avec des cinétiques ou autres pour chercher leur déficience. Donc ça veut dire qu'on doit accompagner systématiquement dès le J1, ça veut dire des confinements le premier jour, jusqu'au les retours à la compétition, J1 des retours à la compétition, tout le temps notre athlète, effectivement. Anne-Laure, tu voulais préciser certaines choses? Et effectivement, moi ce que je retiens aujourd'hui des témoignages d'Isaiah, d'Axel et puis ce que vient de dire Lorenzo, aujourd'hui la question c'est comment, et après, comment rebondir là-dessus, comment gérer le post-confinement. Aujourd'hui, moi je vois deux paramètres très importants et déterminants de la performance. Des paramètres sur lesquels il faut insister. Aujourd'hui, c'est savoir rendre autonome ces athlètes et savoir individualiser les contenus de travail. Et pour moi, ce sont deux paramètres qui se dégagent. Sur l'INSEP et en collaboration aussi avec le Grand INSEP, on essaye de mettre en place ce travail-là et on essaye de former les entraîneurs justement à ça, c'est-à-dire savoir rendre autonome un athlète. Et aujourd'hui, quand on voit Isaiah et Axel, qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est qu'un athlète qui est capable de s'organiser, de s'autonomiser, et au-delà de ça, qui est capable, dans ses entraînements où il travaille du coup en individuel, est capable de mettre des intentions, est capable de s'auto-corriger. Ce sont des athlètes qui sont capables de même progresser, comme on l'a vu avec Axel, de progresser pendant une période où ils s'entraînent seuls. Et ça, c'est des choses qui sont importantes à mettre en lumière. Quand on est entraîneur, quand on est préparateur physique, quand on accompagne les sportifs au quotidien dans n'importe quel champ de la discipline, il faut absolument développer des choses pour rendre son athlète autonome. Que l'athlète ait 10 ans ou que ce soit un athlète de très très haut niveau qui s'entraîne pour les Jeux Olympiques. Et il y a le deuxième axe, c'est savoir individualiser. Et donc c'est ce que Lorenzo disait, ça passe déjà par une batterie individuelle, singulière. Qui on a en face de nous?
point fort, point faible, qu'est-ce que je vais chercher à travailler. Et c'est important que chaque batterie de test soit un petit peu un système d'entonnoir, c'est-à-dire on a énormément de tests, sauf que chaque athlète, on va aller prendre un chemin différent et on va les évaluer en fonction de ce qu'on va retrouver chez eux. Et je pense que ce sont deux facteurs importants à mettre en lumière. Merci Anne-Laure. Rodolphe, l'entraîneur, qu'a-t-il à dire justement sur ces préparations, sur ces motivations, quand tu vas avoir tes athlètes qui arrivent, comment tu vas mettre la musique en route, quoi, c'est assez complexe quand même. Oui, toujours pour rebondir sur ce qu'a dit Christophe, Anne-Laure et le kiné, l'athlète, quand il est blessé, on fait le parallèle avec les athlètes blessés qui savent se prendre en charge. L'athlète blessé, il est obligé de respecter des délais, voilà, les délais de cicatrisation, les délais on va dire, de rééducation, de réathlétisation, de resportivisation, je vais le dire comme ça, parce qu'après, c'est en fonction de la spécificité de chaque gym. Donc cet athlète-là, au bout de 2-3 blessures dans sa carrière de haut niveau, effectivement, il sait se prendre en charge. Moi, ce que je vois dans les athlètes que j'ai, et c'est un petit peu la stratégie que j'ai utilisée là, pendant cette période de confinement, on a les athlètes très clairement qui viennent, alors je vais le dire comme ça, mais bon, c'est sans filtre, hein, qui viennent à la salle se faire entraîner. Voilà, donc ils sont déterminés, ils sont motivés, hein, ils veulent arriver au plus haut niveau, mais les conditions de leur progression et de leur avancée dépend beaucoup de l'entraîneur, du préparateur, du staff ou des gens qui sont autour d'eux. Et puis on a une autre catégorie d'athlètes, c'est les athlètes qui savent s'entraîner. Et quand je dis savent s'entraîner, c'est avec le S, c'est vraiment s'entraîner eux-mêmes. C'est-à-dire que le premier entraîneur qu'ils ont, c'est pas moi, c'est pas un tel Pierre, Paul ou Jacques, c'est celui qu'ils ont dans leur tête. Et ce premier entraîneur, quand il est éduqué, alors on pourrait en parler des heures, hein, mais il y a des athlètes qui sont moi, je suis dans un sport où la gymnastique, c'est un sport à maturité précoce. Donc, on a tendance, nous, en tant qu'entraîneurs, à les considérer comme des adultes en miniature. Pour autant, ce sont d'abord des enfants, ensuite des ados, des adolescents et des adultes. Mais très tôt, nous, notre sport est, on va dire, compliqué, complexe, c'est dur, quoi. Voilà, c'est entre 25, 28, 30 heures, parfois même 35 heures par semaine. Voilà, il y a une autonomie, une obligation de gestion de soi qui est nécessaire pour arriver au plus haut niveau. Celui qui vient à la salle se faire entraîner, au bout de quelques années, il retourne dans son club et il va faire de la gym pour son plaisir. Mais voilà, il y a vraiment cette qualité-là. Donc, l'athlète qui apprend à s'entraîner, pour moi, confinement, pas confinement, c'est quelque chose qui, pour moi, ça fait partie, c'est une des vertèbres de la colonne vertébrale de l'athlète de haut niveau. Savoir s'entraîner et que le premier entraîneur qu'il a dans la tête, c'est celui qui doit parler en premier et qui doit vivre vraiment encore plus que celui ou celle qui l'accompagne au quotidien. Alors, donc, par exemple, moi, dans la gestion du confinement, j'ai envoyé, on est à la 13e vague, 13 vagues de programmes, hein, avec un programme organisé pour limiter la casse. Donc, c'était un programme qui respectait la biquotidienneté. Donc, c'était un programme journalier qui se déroulait en 2 phases espacées de 4 heures. Parce que moi, dans mon pôle, parce que je suis aussi responsable du pôle, je devais gérer l'ensemble du collectif. J'ai des gamins qui étaient scolarisés. Donc, voilà, il fallait aussi qu'ils fassent du télétravail et on a quand même un double projet à faire. Et donc, c'était un programme journalier en bicotidien. Et tout ce qu'a expliqué Christophe tout à l'heure sur les différentes qualités, capacités, habiletés, on ne va pas parler de compétences parce que là, elles se sont beaucoup éteintes en 2 mois d'inactivité. Mais tout ça, on a essayé moi, dans les programmes que j'ai envoyés, dans les programmes que certains préparateurs physiques sur la fédération ont envoyés, dans tous les secteurs qu'Anne-Laure a cités, que Christophe ont cité, on a limité la casse. Par contre, moi, par exemple, dans ma stratégie, donc j'ai envoyé ce programme et je vais évaluer qui a utilisé ce programme. Voilà, donc moi, cette période de confinement, je vais aussi l'utiliser en tant que directeur du pôle comme aussi un moyen d'évaluation de l'autodétermination de l'athlète. Et je suis sûr, et j'en ai parlé avec certains athlètes, il y en a qui ont appris à se prendre en charge. Et ça, franchement, s'il y a un point positif à ressortir de cette période, c'est vraiment celle-ci. Parce que certains ont appris, alors certains ont développé,
Moi, j'ai des athlètes qui m'ont appelé, qui m'ont dit, putain, sur le travail d'endurance scapulaire, bras pliés, je sens que j'ai progressé. Il y a eu tout un travail de développement de force max sur les bras tendus. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui mêle le travail excentrique, concentrique, isométrique, plate-nef, etc. Je ne rentre pas dans le détail, mais il y a des athlètes, je sais, spécifiquement au niveau de la gymnastique, au niveau de la musculation spécifique, qui ont progressé. Et donc, moi, j'ai fait le choix, dès le départ, de ne pas faire de visio. Parce que je me suis dit, cette période, elle doit être… de toute façon, on est obligé d'essayer d'en ressortir quelque chose. Donc, j'ai choisi de ne pas faire de visio, déjà parce que c'est extrêmement coûteux au niveau du coût mental. Alors, déjà que la situation nous plombait mentalement. En plus, si on rajoute du surcoût mental, moi, j'avais peur et j'avais pas envie de vider encore plus mes athlètes et moi, j'avais pas de me vider non plus. Donc, voilà, j'ai choisi de ne pas faire de visio, d'envoyer des choses très structurées qui correspondent à ce que l'on fait journalièrement dans nos habitudes d'entraînement toute l'année et de voir comment chaque athlète allait utiliser tout ça. Et dans la période de déconfinement maintenant, que je suis en train de mettre en place, déjà, j'ai adapté les programmes que mes athlètes, certains vont reprendre l'entraînement dès demain ou après-demain. Voilà. J'en ai 6 qui vont reprendre très concrètement avec les dernières directives. J'en ai d'autres qui vont reprendre que dans 3 semaines. Donc là, le programme qui est envoyé, que je leur envoie actuellement, c'est un programme de préparation du déconfinement. Donc on est sur d'autres stratégies, un autre développement de qualité qui va préparer au retour à la vie normale, à la biquotidienneté, mais en repartant d'un niveau, on va dire, un petit peu plancher. Donc, c'est plus axé sur du volume de travail que sur du travail d'intensité. On a utilisé cette période de off pour faire de l'intensité. On est monté très haut dans certaines, sur du travail scapulaire, nous, sur le haut du corps. Je les ai emmenés, je pense, très loin pour ceux qui l'ont fait. Je sais que tout le monde ne l'a pas fait. Maintenant, on revient sur un travail de volume pour repréparer. C'est un peu plus volumique pour repréparer la sortie. Et puis derrière, il va falloir qu'on évalue tous les jours la manière dont ils vont digérer cette étape de transition. On va remonter à la surface. Et comme tout grand plongeur de haut fond, puisqu'on est bien descendu au fond là, et on va respecter des paliers de décompression pour remonter jusqu'à la surface. Donc pour moi, voilà, c'est ce premier entraîneur qu'ils ont dans leur tête. Aujourd'hui, je sais qu'il existait chez certains des gars que j'ai. Maintenant, j'espère qu'il est né chez d'autres et que, comme vous l'avez tous dit, on l'a tous dit, il y aura un avant et un après. Et je pense que cet après, il y en a certains qui vont en bénéficier de cette période. Et c'est quelque chose sur lequel moi, en tant qu'accompagnateur mental, parce qu'au-delà de la préparation physique, je suis aussi accompagnateur mental, c'est des choses que je vais aller chercher en termes d'évaluation, que je vais essayer de faire résonner. Et plus l'athlète, pour finir, va en prendre conscience, plus il va aussi pouvoir prendre confiance en lui, dans cette connaissance de lui-même, dans sa capacité à pouvoir se driver lui-même, qui pour moi est la qualité première de tout athlète de haut niveau. Voilà. Merci Rodolphe. Je passe la parole à Isaiah, que j'ai vu qui réagissait par rapport à l'analyse que faisait Rodolphe. Isaiah, je t'écoute. Moi, je suis assez d'accord avec Rodolphe sur ce qu'il dit par rapport à la découverte de soi-même. Et c'est pour un athlète qui se découvre un peu une motivation supplémentaire et qui s'éduque un peu tout seul. Et je pense qu'il avait raison sur ça. Et si on peut en ressortir quelque chose de positif, voilà, c'est peut-être cet aspect justement mental qui va nous faire justement nous élever vers le haut, parce qu'on va avoir cette habitude où voilà, faut se le dire, parfois en tant qu'athlète, tu te lèves à 8 heures du matin et tu traînes un peu à la patte pour aller à l'entraînement, mais tu le fais quand même, et le fait de le faire quand même et de se mettre à fond et de se mettre le cul par terre, eh ben ça te fait progresser. Donc voilà, j'étais assez d'accord sur ça. Et en plus, comme il dit, si en plus de ça, ils peuvent aussi progresser physiquement, c'est tout bénef. Merci, Isaiah. Axel, comment tu réagis, toi, par rapport à ce que vient de donner l'entraîneur? Ton micro, Axel. On a eu je réagis sur deux choses, pardon. Je réagis sur deux choses. Nous, on a eu la même réaction, c'est-à-dire que on a pu passer un gros cap physiquement, je pense,
parce qu'on n'avait pas ces situations de combat aussi qui nous mettent en danger. C'est-à-dire que si je fais de l'excentrique énormément en réathlé avec Adler ou en kiné et que l'après-midi je fais une séance de combat, il y a de fortes chances que mon ischio, mon adducteur, il pète. Donc en fait, là, l'avantage, c'est qu'on pouvait aller très loin en physique et on était rassurés. Et la deuxième chose, c'est sûr qu'au niveau de la scène, on a pu se redécouvrir et aussi, je vais pouvoir discuter avec d'autres athlètes. Ce qui était important, c'est que souvent on est animé que par le résultat de la compétition. Et que là, comme les compétitions sont très loin, on a dû réfléchir à comment se motiver. Et je pense que la solution, c'est de se retrouver des petits objectifs chaque jour, sur chaque séance, ou sur un thème de travail. Voilà, là, je vais développer ma force, là, je vais développer telle technique, et que ça nous fera du bien sur le long terme, plutôt que d'être animé tout le temps par des compétitions et des objectifs. Merci Axel. Christophe, tu voulais rajouter quelques indications par rapport à tous ces commentaires et analyses très riches? Oui, simplement dire qu'on est un peu dans une situation particulière parce qu'il y a un décret qui est sorti le 11, hier des consignes donc, pour la reprise d'entraînement des sportifs. Et effectivement, concrètement, là entre le 11 et le 2 juin, on sait à peu près avec 3 recommandations comment on peut accueillir les sportifs, notamment avec des examens médicaux pour ceux qui ont été asymptomatiques et ceux qui ont été symptomatiques. Et derrière, c'est un petit peu compliqué parce qu'on a des précisions et sans avoir réellement de précision, c'est-à-dire notamment des échographies cardiaques à mettre en place pour certains sportifs. C'est pas spécialement précisé si c'est pour tous les sportifs qui reviennent, en tout cas nous sur le Krebs, sur les structures d'entraînement, ou alors si c'est simplement pour les sportifs qui ont été asymptomatiques, on va dire, suite à la visite médicale avec le médecin. Donc il y a pas mal d'incertitudes en dehors donc des problématiques que l'on vient d'évoquer tous ensemble, qui sont purement physiques, physiologiques et autres. Donc il va vraiment falloir qu'on soit patient pour essayer de s'organiser, parce que là, je pense que comme tous mes collègues, on reçoit des messages de partout, on reprend quand, la salle est ouverte quand, la piscine est ouverte, le dojo est ouvert quand, bon, le dojo c'est réglé, c'est encore pas maintenant, on le sait. Donc voilà, c'est un petit peu le feu. Donc effectivement, l'objet vraiment de cette conférence c'était de faire un bon état des lieux et de se dire, on se détend. Depuis la première semaine, j'ai vite compris que les situations, elles évoluaient au fur et à mesure, quasiment au jour le jour, et qu'il était urgent d'attendre. Alors là, on n'est plus dans l'urgence d'attendre, on est dans l'urgence de s'organiser de manière, on va dire, le plus cérébrale possible, pour ne pas nous retrouver avec des sportifs qui vont arriver, et comme l'a dit Axel ou Zéa, je ne sais plus lequel des deux, avec une motivation surdimensionnée parce qu'effectivement, ça manque. Donc, on avance petit à petit. Cette période jusqu'au 2 juin est une première partie. Celle du 2 juin en sera une seconde. Et donc, avançons tranquillement et n'essayons pas de griller les étapes. Merci Christophe. Nous allons passer aux questions. On a beaucoup de questions. Donc, en coulisses, nous avons nous avons Christophe Rouffet et Vincent Lecroller qui nous listent toutes les questions. Je les remercie pour leur aide. C'est l'équipe, c'est le collectif de Culture Sport. Alors, première question de Gianne. Cette période de confinement ne risque-t-elle pas d'augmenter le risque d'aggravation d'une blessure ou de facteurs de risque typiques de certaines blessures d'athlètes? Qui peut répondre à cette question? Oui, Christophe? En fait, la réponse, elle est dans l'introduction. Bien sûr que oui. C'est l'introduction. Donc oui, bien sûr que oui. Et on se retrouve avec d'autres soucis. Il y a un avantage aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent découvrir le sport, donc en dehors de nos sportifs de haut niveau. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent de découvrir, ou en tout cas je pense, des préparateurs physiques donnent des conseils dans tous les sens. Donc ça, c'est un autre souci. Donc effectivement, oui, bien sûr, qu'on risque d'être confronté à cette problématique de blessure, on va dire traditionnelle, et la réponse était dans l'introduction. Merci. Oui, Lorenzo. Oui, excusez-moi. Je voulais dire quand même quelque chose
un peu plus approfondi. Une des blessures typiques qui sont dans ces sportifs, c'est les blessures de tendinopathie. Tendinopathie, il faut savoir que le manque d'activité physique, c'est une catastrophe pour le tendon, pour les métabolismes du tendon et pour la reprise. Mais il faut savoir que la partie du tendon qui est abîmée déjà, qui est déstructurée, l'effort physique ne va pas agir. Donc, on peut faire une reprise plus ou moins bonne, mais la partie abîmée, elle va pas se récupérer. Donc, imaginons qu'on a une tendinopathie. Si on ne fait pas de sport, la partie saine du tendon, elle va souffrir. Mais si après une période de confinement, on ne fait pas une bonne reprise, la partie abîmée, elle ne va pas se reguérir, et la partie saine, elle va souffrir encore. Donc, c'est pour ça que la question est pertinente. Donc, on a un risque d'aggraver une pathologie au préalable beaucoup plus importante après les périodes de confinement. Christophe, oui, un complément? Oui, un petit complément avant de donner la parole à Isaiah, j'ai voulu qu'il voulait intervenir. Et il est bien placé pour en parler, des problématiques de tendinopathie patellaire. J'ai entendu certains entraîneurs qui disaient qu'effectivement, notamment dans les sports collectifs, les joueurs jouaient souvent blessés et que cette période, elle était justement une période qui était justement une bonne période parce que les joueurs allaient pouvoir donc, on va dire, entre guillemets, guérir des pathologies qu'ils traînent tout au long de l'année. Et là, Lorenzo, il a mis l'accent sur quelque chose d'important, bien au contraire, et non, bien sûr que non. Et Lorenzo l'a très bien précisé, c'est l'inverse. Donc, croire que, notamment, et Lorenzo est spécialiste de beaucoup de choses, mais notamment de tout ce qui est sur les problématiques de tendinopathie, qu'il soit des douleurs à l'aine ou des douleurs sur les tendinopathies patellaires, on sait très bien que c'est no pain, no gain. C'est-à-dire que arrêter, c'est pire que tout. Et être déséquilibré sur des muscles posturaux, c'est pire que tout. Donc effectivement, ce temps de régénération dont tu as parlé, effectivement, régénération mentale dont tu as parlé, Axel, parce qu'à un moment, quand on te dit que les jeux vont être arrêtés, tu prends la gifle et tu es obligé de prendre 4-5 jours off pour encaisser derrière. Surtout quand tu t'as donné autant d'efforts que donne et a donné Axel pour revenir sur une phase de réathlétisation, de préparation physique. Mais derrière, très rapidement, il faut se remettre sur on pour repartir, parce que sinon, c'est pire que tout. Donc effectivement, non, arrêter, c'est pas la meilleure des choses. Aya, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Lorenzo parce que voilà, moi, ma grosse blessure, ça a été dû à des tendinopathies rotuliennes sur le tendon rotulien. Voilà, on va dire que j'ai joué dessus pendant 5 ans avant de finir par me faire opérer. Et, et voilà, moi, dans mon cas personnel, en tout cas, c'est ce à quoi je fais le plus attention dans cette période de confinement, parce que je sais, comme Christophe l'a dit et Lorenzo l'a dit, de ne rien faire, c'est le pire, en fait, pour les tendons. Et voilà, c'est pour ça que malheureusement, j'ai pas accès à à des grosses charges de musculation, etc., comme Axel. Donc en fait, j'essaie juste de faire mon maximum pour garder et stabiliser un niveau de force que j'ai gagné et que j'ai besoin pour continuer à ce que mes tendons soient toujours sains. Parce que voilà, je suis arrivé à un stade où je suis plus du tout embêté depuis plus d'un an. Et en fait, c'est juste une routine qu'il faut garder. Donc c'est pour ça que j'essaie de garder un niveau de force suffisant et que j'ai pas seulement aussi hâte de retrouver le ballon qui est le basket, mais de retrouver aussi euh, tout ce qui est musculation, etc. Et pour pouvoir justement bien entretenir mes tendons. Je parle juste pour mon cas particulier, ce qui est très important. Merci Isaiah. Justement, il y a une question d'Aurore. La reprise de niveau en sport collectif mettra-t-elle plus de temps qu'en sport individuel ou peut-on penser que l'on ne dépend pas d'autrui pour évoluer? Alors, question à Isaiah, question à Axel et question à Anne-Laure. Qu'en pensez-vous? Qui veut prendre la main? Oui, Christophe? Axel? Oui, Axel, vas-y, Axel, oui, si tu veux bien. Axel? Mets le micro, Axel. Le micro. Voilà, c'est juste une Décidément, petite j'ai du mal. habitude.
C'est Ouais, pas grave. alors j'ai pas le recul des sports co parce qu'effectivement eux ont besoin ils ont des automatismes ensemble. Et c'est vrai que Oui. nous, judo, on est un sport individuel, mais on dit souvent qu'on est le sport individuel le plus collectif, c'est-à-dire qu'on a clairement besoin des autres. Et que nous, effectivement, on va mettre du temps Mhm. parce que nous, on a aussi besoin de se retrouver. Pour ceux qui connaissent l'INSEP, on est une centaine sur le tapis souvent tous les jours, quoi. Donc on a besoin d'avoir beaucoup de partenaires différents. On va de plus en plus à l'étranger pour prendre des adversaires. On a besoin de ça pour évoluer, quoi. Moi, je suis impatient de pouvoir refaire des séances de combat avec des adversaires. Et ça, c'est pas pour tout de suite, quoi. Donc forcément, le retour, même si on n'est pas un sport collectif, pour nous, il va être long à revenir. Mais ce que je voulais dire, c'est, voilà, personnellement, je suis pas inquiet. J'ai eu malheureusement beaucoup de blessures dans ma carrière. Et je l'assimile comme une blessure, comme je vous l'ai dit avant. Et le retour, ça se fait bien l'année dernière. J'ai fait 4 mois et demi d'arrêt pour un ischio. Donc là, les 2 mois de confinement, ça devrait aller. Merci Axel. Christophe, tu Oui, rebondis. à la base, je suis ancien athlète de sport co et entraîneur de sport co. Donc, effectivement, pour moi, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose parce que en sport co, on peut être plus beau, plus grand, plus fort. Sauf qu'à un moment, si on est dans un sport d'équipe, il y a différentes autres problématiques. Il faut déjà savoir que quel que soit le sport, on est plus habile en attaque qu'en défense. Et Isaiah pourra le confirmer après parce que plusieurs fois, malheureusement, on a fait le constat avec lui, avec d'autres basketteurs ou dans d'autres types de sports. Je le disais, vous êtes plus beau, plus grand, plus fort. Vous avez beau être dans des situations de simulation de compétition, vous ne vous retrouvez pas dans la situation de compétition réelle. C'est-à-dire, il y a des contacts, il y a des collisions, l'acuité visuelle n'est pas la même. Lorsque, pour prendre l'exemple d'Isaiah qui est ici, je lui avais dit lors de sa première phase de réathlétisation, tu vas mettre en moyenne 3 semaines pour récupérer sur les phases défensives. Et j'avais échangé à l'époque avec ce sujet avec l'entraîneur qui avait du mal à comprendre qu'Isaiah faisait 3 fautes en un quart temps, puis le match suivant 5 fautes en 2 quarts temps, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que les repères donc d'acuité visuelle et autres ne sont plus les mêmes. En attaque, je vous le disais, on est plus habile et agile. En défense, on subit. Donc tous ces repères. Alors, il y a la même chose en sport individuel. Vous allez me dire, mais en sport co, ça c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Donc on est plus beau, plus grand, plus fort. Si vous êtes rugbyman, il y a un moment, il va falloir au contact. Il va falloir aller au plaquage. Il va pas falloir s'échapper. On le retrouve effectivement sur des athlètes qui se sont blessés. Pour ceux qui connaissent ce type d'activité, moi je suis aussi du football américain, si vous n'êtes pas prêt physiquement, je vous garantis qu'à l'issue du premier entraînement à contact, vous avez l'impression d'être passé sous un camion. Donc, et le cerveau, mine de rien, s'habitue à cette douleur, à ce type de contraintes. Et là, ça fait 8 semaines qu'il n'y en a pas eu. Donc, il va falloir prendre tout un tas de temps pour se remettre à une vision périphérique avec ses partenaires, avec les adversaires, avec les phases de contact ou de collision. Le football, c'est la même chose. Donc, je pense que c'est pas tout à fait la même chose. Alors, certes, on sait qu'on a et on utilise beaucoup tout ce qui est la visualisation, donc qui nous permet de gagner du temps, en tout cas sur cette perte de vision périphérique. Mais c'est clair, on a besoin des partenaires dans un sport co. Et je ne parle même pas des problématiques donc tactiques. On sait très bien que la technique est au service de la tactique, et ça veut dire que techniquement, il faut avoir acquis un certain bagage, c'est-à-dire, en ce qui nous concerne, équiper les sportifs, déjà les préparer à se réentraîner, de se réentraîner avant même de vouloir développer des qualités qui sont propres à l'activité, qu'elles soient du football, du handball, du basket ou autre, et après rentrer sur un schéma tactique. Ça veut dire que ça va prendre du temps, qui n'est pas forcément la même chose sur un sport individuel. Isaiah, si tu veux compléter. Micro, Oui, Isaiah. oui, donc ce que dit Christophe est assez juste. Mais quand on va prendre la particularité du sport co, en tout cas en France, selon les nouvelles directives nationales, c'est que tout d'abord, il y aura les retours en salle sur des entraînements individuels. Donc je pense que les athlètes et bon, le basket en général, on va avoir le temps de se remettre à niveau individuellement avant une reprise collective. Et je pense que ça, déjà, c'est primordial parce que déjà que la reprise collective, ça va être
bah, ça va pas être une catastrophe, mais bon, voilà, ça va être très compliqué parce que, comme on dit, c'est une situation assez inédite. Voilà, comme disaient les collègues juste avant, c'était surtout les plus grandes semaines, enfin les plus grandes, comment dire, les plus grandes périodes d'inactivité pour un sport co, c'est peut-être c'est peut-être un mois parce que voilà, même pendant les vacances, bah, tout le monde on trouve ce qu'on fait des pick-up games. C'est voilà, tu fais des matchs amicaux entre collègues sportifs, coéquipiers, amis, etc. Donc tu as toujours un peu ces matchs pour réhabituer ton corps. Là, ça va faire 2 mois complets où le corps et les habitudes collectives, elles partent, plus tout l'été. C'est-à-dire il n'y aura pas de match avant septembre. Donc la période de reprise collective, elle va être très importante. Il va falloir faire beaucoup plus attention parce que la période d'inactivité du collectif a été plus longue. Mais je pense qu'il va falloir aussi être prudent et surtout prendre le temps de se remettre à niveau individuellement pour pouvoir justement reprendre une base de collectif. Merci Isaiah. Une question pour Rodolphe et pour Anne-Laure. Donc pour Rodolphe, une question d'Abou. Combien de temps faudra-t-il à un gymnaste pour revenir au top niveau? Et question pour Anne-Laure, les tests dont tu as parlé tout à l'heure, vont-ils être mis en place? Alors, donc c'est le pôle trampoline de l'INSEP qui pose la question. Ces tests vont-ils être mis en place pour tous les athlètes s'entraînant à l'INSEP et quelle durée avant de reprendre le spécifique? Donc première question pour Rodolphe, top niveau quand? On va dire qu'on est à 10 semaines d'arrêt, même s'il y a eu un programme qui a été fait. Hein, si on veut faire un vrai état des lieux en gymnastique, voilà, nous on a un travail chez les masculins, on est en motricité inversée, c'est-à-dire qu'on utilise notre hanche, on utilise notre coude comme un genou et notre poignet comme une cheville. Pour autant, à la base, ils sont vraiment pas faits pour ça. Et donc, on met énormément de temps dans la carrière d'un athlète de haut niveau, d'un jeune gymnaste, pour habituer ses articulations du haut du corps à fonctionner comme des articulations du bas du corps, même si structurellement, organiquement, elles ne sont pas faites pour ça. Donc là, l'essentiel de notre programme à nous, c'était de maintenir au maximum, et comme je disais tout à l'heure quand j'ai exposé le programme que je leur ai envoyé, c'est essentiellement sur le haut du corps pour essayer de perdre le moins possible. Mais on met énormément de temps à développer, et malheureusement, comme dans toutes les qualités physiques, on perd 3 fois plus que le temps que l'on a plus vite, pardon, que la normale. Donc voilà, donc nous on est à 10 semaines. Voilà, c'est au moins le double de temps pour revenir à ce que le corps, le meilleur médicament pour le corps, c'est le corps lui-même. Le corps n'est plus habitué ou moins habitué à se défendre et à fabriquer ses propres défenses. Tout le monde l'a dit tout à l'heure, on parle de structure, on parle de physiologie, on parle de système cardio, de fonctionnement interne. Voilà, le corps a été mis au repos et le corps est un grand feignant. Quand on ne le sollicite plus, eh bien, lui, il se met au repos parce que son objectif, c'est essentiellement de se mettre dans un état de fonctionnement le plus bas possible. Donc là, il faut le réhabituer à répondre à la charge d'entraînement. Il faut le réhabituer à surproduire pour pouvoir digérer les surcharges, on va dire, les surcharges qui vont arriver parce que à chaque entraînement, on va augmenter le niveau d'exigence, le niveau de sollicitation, et il faut que le corps soit à peu près, prêt à nouveau chaque jour à sortir un petit peu plus loin de sa zone de confort. Et là, il est rentré, il s'est vraiment bien installé dans sa zone de confort. Hein. Là, nous, nos athlètes, on essaye de les mettre en situation de faire simplement du tourisme dans leur zone de confort. Là, ils ont inversé le truc, quoi. Ils sont installés ils ont fait l'immigration dans leur zone d'inconfort. Et puis, c'est devenu des touristes de la zone d'inconfort, hein, très très peu de temps sur une journée. Donc voilà, faut réinverser toute la tendance. Alors c'est singulier,
c'est propre à chacun. Les typologies, les athlètes à typologie fibre 1, typologie fibre 2, les athlètes qui se sont... On a tellement on va dire, de différents cas sur la manière d'avoir digéré tout ça, va faire que, en gros, moi, je pars sur le double de temps pour essayer d'avoir une vision globalisante de tous mes athlètes. Je parle de tous les athlètes du pôle. Après, voilà, si je parle du cas de Samir El Saïd, que je suis depuis 2015 et qui est sélectionné pour les Jeux de 2021, bon, bah, Samir, je le connais, je suis habitué avec lui aux périodes de blessures, voilà, de grosses blessures avant les Jeux. Donc là, on sait, on sait s'arrêter 6 mois et revenir. Un mec comme Loris Frasca, qui est aussi sélectionné pour les Jeux, que je connais très bien aussi et qui a vraiment des particularités physiologiques presque atypiques, celui-là, il va falloir vraiment prendre le temps. Et je vais aller même plus loin. Avec ces deux athlètes, l'objectif, c'est Tokyo 2021. Donc, on va pas bourrer, on va pas essayer de revenir le plus vite possible pour se dire, allez, on fait comme tout le monde, on revient le plus vite possible. On va revenir à la vitesse où eux sont capables de digérer ce retour. Donc, voilà, l'objectif, c'est de se préparer pour on va dire, les prochains championnats d'Europe qui auraient lieu au mois de décembre pour les juniors et les seniors. Après, les autres, on a le temps et on se donnera le temps. C'est quoi, au bout du compte, 6 mois à l'échelle d'une carrière qui va durer 10, 12, 15 ans? Moi, juste pour finir, on m'a parlé des vacances, par exemple, moi, dans la stratégie de gestion du pôle, on m'a parlé des vacances. Ouais, il faut bourrer, pendant les vacances, c'est le temps de récupérer, c'est le moment, on va récupérer. J'ai dit, bah non, bah non, bah non, on va pas faire ça. Parce que c'est pas des vacances qu'ils viennent de vivre. Leur corps a été au repos, mais dans la tête, ils n'ont pas été en vacances. Les jeunes, ils bossaient tous les jours à l'école. Les athlètes, ils étaient inquiets par rapport aux Jeux, aux championnats d'Europe, aux championnats du monde. Ça leur a bouffé une énergie pas possible. Ils se sont même mangés de l'intérieur, pour certains. Donc non, c'était pas des vacances. Oui, on a besoin de vacances. Oui, on va prendre le temps de ces vacances. Parce que moi, je préfère pas reculer pour mieux sauter, mais prendre mon temps de bien regarder comment on va sauter ce fossé qui nous sépare de ce qu'on était avant, et on va prendre ce temps, et on ne va pas bourrer. Parce que sinon, je sais comment ça va faire. En pleine ascension, à un moment donné, il y a un moteur qui va serrer, et là, on n'aura que nos yeux pour pleurer, parce que les Jeux, c'est dans 1 an et 2 mois, et que les prochains ont lieu dans 3 ans, et qu'il y en a certains qui se préparent pour cela et pour les autres. Donc effectivement, si on grille tout, là, stratégiquement, il faut faire attention entre une vision stratégique et une vision tactique. Tactique, c'est répondre au court et au maintenant. Voilà. Une vision stratégique, c'est vraiment du long terme. Donc moi, je ne vais pas me laisser happer par la tactique de ressembler à tout le monde avec les gars. Je vais avoir une vision stratégique pour donner le temps au temps à chacun. Voilà. Merci Rodolphe pour ces précisions. Anne-Laure, les tests, tous les athlètes de l'INSEP vont être confrontés à ce processus? Alors, le processus de reconditionnement sera possible par rapport à la volonté tout simplement déjà des staffs et des fédés. C'est un accompagnement que nous proposons, il n'y a rien d'obligatoire, mais ça sera tout à fait possible avec les pôles qui souhaitent justement être accompagnés en ce sens. Sur le processus de reconditionnement, est-ce qu'il est possible peut-être de remettre le tableau? Il y a plusieurs temps. Le premier temps, c'est faire une évaluation générale du profil. Donc pour répondre à la question du pôle de trampoline, ça c'est une évaluation qui se fait assez rapide sur les premiers jours et la première semaine d'entrée sur l'INSEP ou en tout cas sur les pôles, les structures de haut niveau. Ça c'est un testing qui se fait assez facilement. Non seulement parce qu'il y a des entretiens qui peuvent se faire à distance et il y a des choses qui vont être mises en ligne pour qu'on puisse déjà anticiper le retour progressif des athlètes. Deuxième chose, une fois qu'on aura évalué entre guillemets le profil et identifié les axes de travail et les contenus prioritaires de travail à mettre en place pour chacun des athlètes, on va vous accompagner, toute l'équipe pourra vous accompagner pour mettre en place, en collaboration avec les staffs, les préparateurs physiques et les entraîneurs, être capable d'organiser un cycle de travail spécifique et individuel. Et à partir de là, il y aura un deuxième temps où on propose de repasser sur des évaluations un petit peu plus énergétiques,
et progressivement aller vers des évaluations un peu plus physiques et neuromusculaires. Et donc ça, ce sont tout un processus qui sera totalement individuel à l'athlète. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un athlète qui, entre guillemets, est un peu dans le profil 4 que Christophe a présenté, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est presque surentraîné, qui s'est toujours entraîné, qui n'a pas eu trop d'altération par rapport à sa manière de s'entraîner. Bien évidemment, cette personne-là va peut-être avoir un processus de reconditionnement un petit peu plus court. Par contre, quelqu'un qui a été complètement inactif, à qui on identifie justement peut-être des problématiques rachidiennes, qu'on identifie profil à risque, là, dans ce cas-là, il aura une période un petit peu plus longue de remise et de reconditionnement, de remise à niveau. Donc ça, ce sont des choses qui sont totalement aléatoires. Et donc, moi, je rebondis aussi sur ce que Rodolphe vient de dire, c'est-à-dire sur le plan du reconditionnement, c'est pareil, on prendra le temps qu'on aura besoin. On n'a aucune pression temporelle. On a, pour l'instant, la majeure partie des fédés n'ont pas de compétition clairement fixée, ou alors en tout cas à court terme, et donc c'est pour ça qu'on prendra le temps. Et dans le processus de reconditionnement, c'est aussi, c'est pas être actif pendant les 3 ou 4 premières semaines et d'évaluer à tout prix, ça va être d'accompagner sur tout au long de la saison l'athlète et les staffs aussi, de les accompagner pour identifier justement les axes de travail prioritaires. Merci Anne-Laure. Pour conclure, Christophe, dernière intervention, ensuite nous arrivons au terme de notre conférence. Christophe? Oui, je vais rebondir sur les propos de Rodolphe et de Anne-Laure pour me faire un petit peu le porte-parole des collègues préparateurs physiques. Parce que durant cette période, il y a bon nombre de collègues qui m'ont contacté pour me dire que pour eux, c'était vraiment pas du tout les vacances. Pourquoi? Parce que certains entraîneurs nous disent à juste titre que pour eux qui sont simplement des techniciens d'activité, ça leur a permis, comme les sportifs, de prendre du recul, de profiter de la famille, de faire un travail sur eux, de faire des choses qu'ils ne faisaient pas. N'est-ce pas Rodolphe qui s'est mis à la cuisine, par exemple, entre ces différents types de fiches, qui fait des bougies je te dénonce, Rodolphe, dans des petits des restants de pleurs d'orange. Par contre, les préparateurs physiques, eux, on s'est retrouvés, eux et nous, préparateurs physiques, à avoir en charge des sports co, des sports individuels, et ça revient au constat que l'on a eu au départ, c'est-à-dire avec des sportifs qui n'étaient pas des mêmes disciplines, qui n'avaient pas du tout les mêmes contraintes en termes d'espace, de matériel, à faire des visioconférences, à faire des fiches individualisées pour l'ensemble des sportifs. Et là, il y a bon nombre de préparateurs physiques qui sont au bout du rouleau. Mais quand je vous dis au bout du rouleau, c'est au bout du rouleau. Et derrière, tout le monde arrive en disant « Ok, c'est bon, nous on a récupéré, on est prêt. » Et les collègues préparateurs physiques, je vous garantis qu'il y en a beaucoup qui sont dans un état de burn-out complet, parce que c'était pas des vacances, quoi. Et pour le coup, les 10 heures assis sur une chaise à faire des fiches, à faire des visios, c'était pas du temps auquel ils sont habitués. Et les 8 à 10 kilomètres qu'on fait habituellement dans notre salle de musculation, on l'a échangé contre 10 heures les fesses sur une chaise. Donc effectivement, il va falloir aussi penser aux collègues préparateurs physiques qui, eux aussi, vont avoir besoin de faire un petit break de 1 semaine, 15 jours ou je ne sais pas, pour repartir, à moins d'exploser en vol, comme le disait, c'est pas un moteur, mais 2 moteurs qui vont exploser en vol durant la montée. Merci Christophe. En chat, nous avons Olivier Morelli, qui est préparateur physique des équipes de volley et de handball, qui était intervenu la dernière fois, qui me fait « Je confirme que ce n'était pas les vacances ». Voilà, donc tout le monde suit en direct. Rodolphe, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais juste rajouter quelque chose avec un exemple de repère maintenant que l'on a sur la gestion des saisons en tant qu'entraîneur. En fonction des saisons, on a des périodes qui sont préférentielles, dont on sait que voilà, quand on approche l'automne, effectivement, on bénéficie de ce qui a été tout emmagasiné pendant l'été, etc. Puis on a une espèce de partie de la planification novembre-décembre là où l'athlète est très susceptible de se blesser. Il y a une autre période qui s'apparente à ce que l'on vient de vivre, c'est la période de fin février, début mars. Je dirais même, deuxième quinzaine de février, début mars. Moi, dans mon expérience d'entraîneur, très souvent, je me suis laissé happer par le fait de me dire, il y a eu les vacances de Noël,
voilà, ils se sont mis au repos, etc. Il y a eu 10 jours, 15 jours, donc ça c'était avant parce que maintenant ils ont 5, 6 jours, et ça c'est le grand maximum. Et puis on part du principe que parce qu'il ne s'est rien passé, bah, tout est revenu à un état initial, tout est nickel, tout est prêt à redémarrer. Et qu'est-ce que l'on fait? On redémarre avec une trop grande rapidité, un trop gros niveau d'exigence au mois de janvier. Et, et là où on se fait piéger, c'est que l'athlète répond à cette exigence, c'est-à-dire qu'il revient très très vite à un haut niveau de pratique et d'intensité dans le travail. Et là, on se dit, ok, super, il a super bien récupéré, on est reparti, le mois de janvier se passe, on enclenche la 3e, la 4e, le mois de février se passe, et à un moment donné, on ne le voit pas venir, et à un moment donné, clac, ça pète. Et généralement, la 4e semaine de février et les 15 premiers jours de mars, ce sont des périodes où beaucoup d'athlètes se blessent parce que la récupération, la pseudo-récupération de Noël, en fait, c'est une inactivité, ok, mais ils se sont couchés plus tard, ils ont bouffé n'importe comment, n'importe quoi, ils ont bu n'importe quoi en termes de soda, etc. Ils ont été complètement déstabilisés. Ok, ils ont été en inactivité, mais c'est plus devenu des. Ils ont fonctionné à l'inverse de ce que devrait fonctionner un athlète. Et donc, nous, on pense que, ok, on a récupéré des athlètes qui ont récupéré, on y va, on va trop vite, et 2 mois et demi après, paf, ça explose. Donc là, la seule chose que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment être vigilant. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas voir au-dessus de la surface de l'eau. Il faut être assez intelligent en tant qu'entraîneur, préparateur, mais on leur a déjà assez dit, et je pense que tout le monde va être vigilant et très prudent pour aller voir ce qui se passe en dessous de l'eau et écouter les signaux faibles. Et même quand on a l'impression que l'athlète est capable de répondre, c'est comme le 5e mois du délai de récupération en post-op après un croisé. Le 5e mois, c'est le mois qui est le plus dangereux. Parce que le mec, il a retrouvé la confiance, il a retrouvé la sensation, il commence à retrouver de la force. Et nous, en tant qu'entraîneur, on se dit, allez, c'est bon, on peut y aller. Bah, c'est le mois le plus compliqué parce que la cicatrisation n'est pas terminée, effectivement. Donc là, soyons vraiment vigilants. Et j'invite, moi, tous les entraîneurs à se rapprocher de leur staff. Et si on ne voit que ce que l'on observe, et l'on n'observe que ce que l'on a à l'esprit. Donc, plus on va ouvrir son esprit pour prendre notre temps, et moins on va faire de conneries avec nos athlètes. Voilà. Merci Rodolphe pour cette conclusion. Donc, nous allons terminer notre session très riche. Et je remercie tous les intervenants, Axel, Isaiah, Rodolphe, Lorenzo, Christophe et Anne-Laure pour votre intervention très précieuse. Je pense qu'il y a eu beaucoup de vues et cette émission va être regardée encore en replay, je pense, par beaucoup d'auditeurs. Pour nous concernant, donc on se retrouve le 28 mai à 14h30 pour une thématique. Je crois qu'on a perdu Jean-Michel. Là. Il est en burn-out aussi, vous voyez, je vous l'avais dit. Donc, Jean-Michel, avant qu'il reprenne la main, merci Rodolphe pour cette belle conclusion. N'oubliez pas, nous sommes face à des sportifs sédentaires en bonne santé. Si Jean-Mimi revient vers nous, ce serait magique pour conclure cette conférence. Merci à tous. Vous l'avez compris, le mot d'ordre est la prudence. Est-ce que Jean-Michel est revenu ? Bon, alors on va faire une conclusion et merci à tous pour nous avoir suivis et rendez-vous donc pour la prochaine conférence de NICEP.